Imaginez que vous êtes un dieu et que vous jouez à un jeu de simulation où vous devez créer un pays. Les ressources sont nulles. Le territoire est exigu et encerclé d'ennemis dotés de l'arme nucléaire. La population est en déclin. Face à un pays réunissant les pires conditions de départ, que feriez-vous? Sans aucun doute, vous le considéreriez comme un échec programmé et jetteriez les données dès le début de la partie. La logique la plus élémentaire l'exigerait. Pourtant, dans notre monde réel, il existe une nation qui, telle une anomalie, cumule toutes ces conditions de départ vouées à l'échec, mais qui s'est pourtant imposée comme l'une des plus grandes puissances mondiales. Un mystère qui laisse perplexes les universitaires du monde entier et fait murmurer aux experts militaires qu'il doit s'agir d'extraterrestres. Le plus grand mystère de l'histoire de l'humanité. Un monstre tranquille, nommé la France. Ce que je vais vous raconter n'est pas une simple success story, c'est le récit du retournement de situation le plus improbable et le plus spectaculaire de l'histoire de l'humanité. Oubliez tout ce que vous pensiez savoir et écoutez, car le monde entier a été stupéfait de découvrir la naissance d'une superpuissance inattendue. Ceci ne peut être expliqué par l'économie. C'est un cas que l'économie ne peut expliquer. Even though you say, but two was seven. Cette simple phrase, prononcée par le professeur lors d'un cours de politique internationale à l'université de la Sorbonne, a laissé 400 étudiants sans voix. Ressources quasi inexistantes, territoire modeste, population stagnante. Une nation continentale cernée par des puissances rivales historiques, dont certaines nucléaires. D'un point de vue historique, c'était une région où l'existence même d'une nation stable était un défi. Et pourtant, en à peine 70 ans après la guerre, ce pays a dépassé le Royaume-Uni pour devenir la 4e puissance mondiale. C'est grâce à l'aide américaine du plan Marshall, lança un étudiant avec un sourire narquois. Le professeur sourit calmement et répondit d'une seule phrase. « Alors, pourquoi les autres pays n'ont-ils pas réussi ?» Partant des ruines, le revenu par habitant a explosé, une croissance fulgurante et phénoménale. Toutes les statistiques, toutes les théories s'effondraient face à ce pays. Aujourd'hui, la communauté internationale s'interroge avec une intensité explosive. Les chiffres le prouvent, l'histoire l'a enregistré. Et vous appelez encore cela une coïncidence? Pénétrons maintenant sur cette scène stupéfiante. L'histoire incroyable qui nous est parvenue de New York commence maintenant. Et vous, d'où regardez-vous cette vidéo? Dites-le moi en commentaire. J'aimerais aussi entendre vos histoires. Avant cela, si vous pouviez prendre une seconde pour appuyer sur le bouton j'aime, cela serait d'une aide immense pour la production de nos vidéos. Commençons sans plus attendre. Le territoire est limité. Pas une goutte de pétrole. Entouré de grandes puissances militaires. Logiquement, un tel pays aurait du mal à survivre. Il serait constamment sous pression. Les manuels de géopolitique de la Sorbonne parlent du destin des États tampons, des pays écrasés entre les grandes puissances, destinés à disparaître comme de la poussière. Et pourtant, ce pays est le 4e au monde. Une position géopolitique intrinsèquement désavantageuse. Zéro ressource stratégique. Et pourtant, en 70 ans, il a surpassé ses grands rivaux européens. Le saviez-vous? Bonjour. Je m'appelle Chloé Martin. Ce jour-là, j'étais dans cet amphithéâtre de la Sorbonne et j'ai été le témoin direct de cet instant où 400 personnes sont restées bouche bée. Jeudi, première semaine de décembre 2025, 14 heures. Le grand amphithéâtre du campus principal de la Sorbonne était déjà bondé. Les 400 sièges en gradin étaient presque tous occupés et quelques étudiants s'étaient même adossés au mur du fond pour trouver une place. La rumeur qui avait attiré non seulement les étudiants en relations internationales, mais aussi ceux d'économie, de sociologie et même d'ingénierie, s'était répandue comme une traînée de poudre. La nouvelle qu'un cours spécial serait donné par le professeur Alain Dubois circulait sur le campus depuis une semaine. Normalement, son cours optionnel attirait à peine une centaine d'étudiants, mais aujourd'hui, c'était différent. L'écran géant à l'avant de la salle était noir. Sur la chaire, seuls un ordinateur portable et un verre d'eau étaient posés. Les étudiants s'installaient dans un brouhaha, certains consultant leurs messages sur leur smartphone. Mon ami, assise à côté de moi, me demanda « Chloé, pourquoi tu es venue? Ce n'est même pas un cours de sociologie. » En tant qu'étudiante en relations internationales, ce cours n'était ni obligatoire ni crédité pour mon cursus, mais j'étais simplement curieuse. Le professeur Dubois était connu pour être le plus exigeant de la Sorbonne. Il avait consacré plus de 30 ans à l'étude des théories du développement national,
Qu'une telle sommité organise soudainement une conférence spéciale était un événement à ne pas manquer. À 14 heures précises, la porte de l'amphithéâtre s'ouvrit et le professeur Alain Dubois entra. D'apparence sexagénaire, il portait une veste en tweed gris sur un col roulé noir et tenait un vieux cartable en cuir à la main. Le brouhaha cessa instantanément. 400 pères Dieu se tournèrent vers lui. Le professeur se plaça devant la chaire, balaya lentement la salle du regard, puis ouvrit son ordinateur portable en silence. Après un moment, une carte apparut sur l'écran géant. C'était une carte de l'Europe occidentale. Le professeur prit un pointeur laser et désigna une zone. « Regardez cette région, s'il vous plaît. » Le pointeur désignait un pays de forme hexagonale. Il était entouré de nations imposantes. À l'est, l'Allemagne, une puissance économique majeure. Au nord, de l'autre côté d'un mince bras de mer, le Royaume-Uni, une puissance nucléaire historique. Et plus à l'est encore, la Russie, la plus grande puissance militaire du continent, également nucléaire. La voix du professeur était calme mais résonnait clairement dans tout l'amphithéâtre. La superficie de ce pays est d'environ 550 000 km². C'est environ 60% de la superficie de l'Allemagne et une fraction infime de celle de la Russie. Sa population stagne et le vieillissement démographique s'accélère. Le professeur passa à la diapositive suivante, affichant un tableau des ressources naturelles. Pétrole, 0. Gaz naturel, presque 0. Minerai de fer, dépendance aux importations. Charbon, production quasi nulle. Les étudiants fixaient l'écran, certains hochant la tête. D'un point de vue géopolitique, poursuivit le professeur, ce pays se trouve dans une position où sa survie même est un défi. Pris en étau entre de grandes puissances, sans ressources, avec un territoire souvent montagneux et sujet aux catastrophes naturelles. En politique internationale, on appelle cela un pays à haut risque géopolitique. Le silence dans la salle s'épaissit. Les étudiants commencèrent à prendre des notes. Historiquement, de tels pays ont connu deux destins. Premièrement, devenir un État vassal d'une grande puissance. Deuxièmement, disparaître purement et simplement de la carte. I don't protest. Le professeur marqua une pause, but une gorgée d'eau. Le silence était si complet qu'on pouvait entendre sa propre respiration. Les 400 étudiants fixaient l'écran. Mon cœur se mit à battre plus vite. Je ne savais pas où il voulait en venir, mais je sentais qu'un moment important approchait. Le professeur reprit la parole. Théoriquement, ce pays ne devrait plus exister aujourd'hui. Ou, s'il existait encore, il devrait survivre péniblement sous l'influence de ses puissants voisins. D'ailleurs, au milieu du XXe siècle, ce pays a été ravagé par la guerre. Ses principales villes étaient en ruine, sa population souffrait de la faim. Un général américain avait prédit qu'il faudrait un siècle pour qu'il se relève. Et pourtant, le ton du professeur changea subtilement. Les étudiants levèrent tout la tête. Savez-vous où se trouve ce pays aujourd'hui? Le professeur posa son pointeur laser et afficha une nouvelle diapositive. Un grand titre apparut à l'écran. Classement mondial des puissances 2025. Classement de la puissance nationale globale. États-Unis, Chine, Russie. Le professeur fit une pause. Tout l'amphithéâtre retenait son souffle. 4. France. Un murmure parcourut instantanément la salle. La France, chuchota mon voisin. L'étudiant devant moi écarquilla les yeux et relut l'écran. J'eus l'impression que mon cœur ratait un battement. La France, 4e puissance mondiale, et le Royaume-Uni, l'Allemagne. Le professeur afficha la diapositive suivante. 5. Allemagne. 6. Royaume-Uni. 7. Japon. Le murmure des étudiants s'intensifia. Plusieurs se regardèrent, incrédules. L'Allemagne 5e, le Royaume-Uni 6e, la France 7e au Japon. Est-ce que c'est bien réel? Le professeur leva la main pour demander le silence, et la salle se tut à nouveau. Votre surprise est compréhensible. Mais l'Institut international d'études stratégiques, U.S. News, World Report, Global Firepower. Toutes ces institutions prestigieuses ont publié des résultats similaires. La France, en combinant sa puissance économique, technologique, diplomatique et culturelle, se classe au 4e rang mondial. Le professeur changea à nouveau l'écran pour afficher un graphique. Il montrait l'évolution sur 70 ans,
La ligne représentant la France partait de presque zéro et montait en flèche. 1945, un champ de ruines. 2025, une des premières économies mondiales. De la malnutrition d'après-guerre à l'une des meilleures espérances de vie au monde. D'un pays vaincu ayant tout perdu à un leader technologique mondial. J'avais l'esprit embrouillé. Un tel changement en 70 ans était-il possible? Les théories de développement économique que j'avais apprises en cours ne pouvaient l'expliquer. On nous avait enseigné qu'il fallait au moins 100 à 150 ans pour qu'un pays rejoigne le rang des nations développées. La France l'avait fait à une vitesse stupéfiante. Le professeur balaya lentement l'amphithéâtre du regard et dit « Mesdames et messieurs, j'ai étudié la théorie du développement national pendant 30 ans. J'ai analysé des centaines de pays, examiné d'innombrables données. Et j'en suis arrivé à une conclusion. La croissance d'une nation nécessite des conditions préalables, des ressources abondantes, un vaste territoire, une population nombreuse, une position géopolitique favorable. J'ai appris, et j'ai enseigné, qu'il fallait au moins l'un de ces éléments. Et pourtant, le professeur afficha à nouveau la carte de la France. Ce pays n'a aucune de ces conditions, il n'a pas de ressources. Ses plaines sont limitées. Sa population stagne. Son risque géopolitique est élevé. Les catastrophes ne sont pas rares. Et malgré tout, il est 4e au monde. Comment est-ce possible? Le silence revint. 400 étudiants, le souffle coupé, fixaient le professeur. C'est précisément de cela que je veux vous parler aujourd'hui, dit-il lentement. La France est un pays qui a brisé toutes les théories existantes. Ou pour être plus précis, c'est un pays qui a créé une nouvelle théorie. C'est le seul cas dans l'histoire de l'humanité où les faiblesses innées sont devenues un moteur d'une puissance écrasante. Comme le professeur marqua une pause et regarda son auditoire. De juillet à août dernier, je me suis rendu en France. Le but était de collecter des données pour une étude sur le modèle de développement de l'Europe occidentale. Pendant 6 semaines, j'ai visité Paris et d'autres villes, et j'ai été le témoin direct de la réalité sur le terrain. Et à mon retour, j'ai compris. J'ai compris que les théories que j'avais étudiées pendant 30 ans étaient toutes fausses. Mon cœur s'emballa. La voix du professeur était empreinte de conviction, son regard plus perçant que d'habitude. Autour de moi, tous les étudiants s'étaient penchés en avant. Personne ne regardait ailleurs. Le professeur afficha sa dernière diapositive. Une seule phrase y était écrite. « La France, celle qui brisa la théorie. Laissez-moi vous raconter cette histoire. » Alors que le professeur commençait son récit, l'amphithéâtre plongea dans un silence absolu. Il quitta la chaire et commença à arpenter lentement la scène. En juillet dernier, j'ai pris un vol direct de l'aéroport JFK à New York pour Paris-Charles de Gaulle. Le vol a duré environ 7 heures. Dans l'avion, j'ai ouvert mon ordinateur portable pour relire l'ébauche de mon article sur les modèles de développement économique européens. Un fichier rempli de près de 30 ans de données et de théories accumulées. La France n'était qu'une étude de cas parmi d'autres. Pour être honnête, je n'avais pas de grandes attentes, je pensais déjà tout savoir grâce aux statistiques, et cette visite de terrain n'était pour moi qu'une formalité pour ajouter de la crédibilité à mon article. L'avion a atterri à Roissy au petit matin. Les annonces en français et en anglais ont retenti, et le personnel de cabine a distribué les formulaires d'entrée. Par le hublot, j'ai vu un aéroport propre et ordonné. Les structures de verre et d'acier brillaient sous le soleil levant, les pistes s'étendaient à perte de vue. En descendant de l'avion, le couloir menant au contrôle des passeports était impeccable, le sol brillait comme un miroir. Les plafonds étaient hauts, laissant entrer la lumière naturelle, ce qui rendait l'ensemble lumineux. En arrivant au contrôle des passeports, des centaines de passagers faisaient la queue, mais il n'y avait pas de cohue. Des dizaines de portiques automatiques paraphes étaient installés pour les passagers français et européens, qui passaient rapidement. Les guichets pour les étrangers étaient également nombreux, et les agents vérifiaient les passeports avec une rapidité et une courtoisie incroyables. La file d'attente a diminué à vue d'œil, et mon tour est vite arrivé. L'agent a pris mon passeport, l'a scanné et a vérifié l'écran. Quand j'ai répondu que j'étais là pour une collecte de données de recherche, il m'a souri et m'a souhaité un bon séjour en me rendant mon passeport. L'ensemble du processus, y compris la prise d'empreinte digitale, n'a pas pris plus de 10 minutes. En allant récupérer mes bagages, j'ai regardé autour de moi.
Les panneaux d'information étaient multilingues, les flèches claires. Impossible de se perdre. En arrivant au carrousel à bagages, il tournait déjà, et les valises sortaient. La mienne est apparue presque immédiatement. À JFK, attendre plus de 30 minutes est la norme. Ici, c'était différent. En passant la douane et en sortant dans le hall des arrivées, j'ai vérifié ma montre. Moins de 30 minutes s'étaient écoulées entre la sortie de l'avion et la sortie complète de l'aéroport. Aux États-Unis, il faut compter au moins 1h30 à 2 heures. Le professeur marqua une pause et but une gorgée d'eau. La salle était toujours silencieuse, les étudiants prenant des notes ou le fixant intensément. Dans le hall de l'aéroport, je me suis connecté au Wi-Fi gratuit. Sans procédure compliquée, la connexion s'est faite en quelques secondes. J'ai testé le débit. Il était fulgurant. Le Wi-Fi des aéroports américains est souvent capricieux et lent, mais ici, c'était plus rapide que ma connexion à la maison. J'ai cherché la gare du RER pour me rendre en ville. En suivant les panneaux, je suis arrivé au tourniquet. Les horaires des trains étaient affichés sur un écran électronique, le prochain train étant annoncé comme imminent. Il est arrivé à l'heure exacte. Pas une seconde de retard. Les portes se sont ouvertes, les passagers sont descendus dans l'ordre. Personne ne se bousculait. Je suis monté et je me suis assis. Les sièges étaient propres, la rame silencieuse. Quand le train a démarré, le paysage a défilé par la fenêtre. Le trajet vers le centre-ville a été rapide. Dans le train, j'ai sorti mon ordinateur pour travailler, mais mon regard était captivé par le paysage extérieur. Des quartiers d'affaires avec leurs gratte-ciel ordonnés, des routes larges et propres. J'ai vu des chantiers, des grues en mouvement, des bâtiments qui s'élevaient. Tout était en mouvement. Rien ne semblait à l'arrêt. Arrivé à la station Châtelet-Léal, j'ai changé pour le métro. En suivant les indications de correspondance, je suis arrivé sur le quai de la ligne 4. Les rames de métro arrivaient à quelques minutes d'intervalle, elles étaient modernes. Des portes palières étaient installées pour la sécurité, et l'intérieur était agréablement climatisé. Les passagers assis lisaient tranquillement un livre ou regardaient leur smartphone. C'était calme. Personne ne téléphonait à voix haute, personne n'écoutait de la musique sans écouteurs. Is what a spare do? Off the duels. Je suis descendu à la station Saint-Germain-des-Prés pour rejoindre mon hôtel. Les rues étaient animées, mais pas chaotiques. Les trottoirs étaient bien entretenus, les feux de signalisation fonctionnaient parfaitement. En traversant au passage piéton, les voitures s'arrêtaient complètement pour laisser la priorité aux piétons. Aux États-Unis, même si un piéton est engagé, les voitures ont tendance à forcer le passage. Ici, c'était différent. ASO. En entrant dans ma chambre après le check-in à l'hôtel, j'ai regardé ma montre. Moins de 2 heures s'étaient écoulées depuis mon arrivée à l'aéroport pour me retrouver dans mon hôtel au cœur de Paris. J'ai défait mes valises et j'ai regardé par la fenêtre. Je voyais les rues de Saint-Germain, les gens qui marchaient. Les boutiques étaient ouvertes, les enseignes alignées. Bien qu'écrites en français, il y avait une esthétique, un ordre. Les amours. J'ai ouvert mon ordinateur et j'ai commencé à prendre des notes. Première impression, le système fonctionne à la perfection. De l'aéroport à l'hôtel, je n'ai pas été bloqué ni ne me suis perdu une seule fois. Tout est connecté, tout fonctionne avec précision. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un système conçu. En tapant, j'ai ressenti une étrange sensation. La sensation que quelque chose était différent de ce à quoi je m'attendais. Is, Ouza. Le professeur continua son récit en balayant la salle du regard. Ce soir-là, je me suis promené dans les rues de Saint-Germain. Il était tard, mais les rues étaient bien éclairées et il y avait beaucoup de monde. Des femmes marchaient seules. Personne ne semblait inquiet. Je suis entré dans une supérette pour acheter de l'eau. Elle était ouverte 24h24 et l'employé était extrêmement poli. Un bonjour, monsieur énergique. Il y avait des caisses automatiques. Le processus était fluide. En sortant, j'ai continué à marcher et je me suis aventuré dans une ruelle. Même la ruelle était éclairée et propre. Je n'ai vu presque aucun déchet. Le lendemain, j'ai commencé ma collecte de données. J'ai visité la Bibliothèque nationale de France, cherché des documents sur le développement économique, examiné les données statistiques. Les chiffres, je les connaissais déjà. Taux de croissance économique, volume des exportations, PIB par habitant. Toutes les données que je prévoyais de citer dans mon article.
Mais ce que je ressentais en marchant dans la ville était différent des chiffres. Quelques jours plus tard, en me promenant, je me suis arrêté à un abribus. C'était l'été, et la chaleur était étouffante. L'abribus était équipé d'un système de brumisation qui rafraîchissait les gens qui attendaient. En m'asseyant sur le banc, j'ai vu une notice pour le Wi-Fi gratuit et un écran électronique affichait l'heure d'arrivée du bus en temps réel. J'ai timidement demandé à un employé de bureau français qui se tenait à côté. « Excusez-moi, cet abribus est-il toujours aussi frais en été ?» L'homme m'a souri et m'a expliqué qu'en hiver, le banc était chauffant. Un système de chauffage était intégré. J'en suis resté sans voix. À Boston, nous attendons le bus dans le froid à des arrêts qui n'ont même pas de toit pour nous protéger de la pluie et du vent. Le professeur projeta une photo de l'abribus sur l'écran, un design propre et fonctionnel. Les étudiants le fixaient, certains échangeant des regards étonnés. « Ceci est un abribus tout à fait normal en France », dit le professeur. « Ce n'est pas un endroit spécial. C'est une scène que l'on peut voir partout dans Paris. » Une main se leva au fond de la salle. C'était un étudiant en échange, Thomas. Diplômé d'une grande université, il était en master à la Sorbonne, connu pour ses questions pointues lors des débats. « Professeur, excusez-moi, puis-je poser une question ?» Le professeur hocha la tête. « Bien sûr. » Thomas se leva et ouvrit son ordinateur. « Vous parlez du développement de la France, mais j'ai préparé quelques données. Une analyse montre que de nombreuses technologies et industries clés de la France sont basées sur des modèles qu'elle a initialement imités des États-Unis ou de l'Allemagne. Pendant la période de reconstruction d'après-guerre, ils ont démonté et copié des produits occidentaux. Sans cela, la France d'aujourd'hui n'aurait pas été possible. » Sa voix était calme, mais pleine d'assurance. Le silence se fit. Les regards allaient du professeur à Thomas. Mon cœur se mit à battre la chamade. Thomas continua. En d'autres termes, leur succès n'est-il pas le résultat d'un parasitisme sur les inventions des autres pays? Le professeur resta silencieux un instant. L'amphithéâtre retenait son souffle. Puis, il prit lentement la parole. « C'est une excellente question, Thomas. Il est vrai que la France d'après-guerre a appris des technologies étrangères. Mais l'important, c'est ce qui s'est passé ensuite. De nombreux pays ont essayé d'apprendre. Beaucoup ont tenté d'importer des technologies occidentales. Alors pourquoi seule la France a-t-elle connu une telle croissance au point de dépasser l'original? » Thomas voulut répliquer, mais le professeur leva la main pour lui demander d'attendre. « Laissez-moi vous parler d'un fait encore plus important. » Il changea de diapositive pour afficher des archives historiques. En 1945, à la fin de la guerre, il ne restait que des ruines en France. Les principales villes étaient des champs de décombres. L'infrastructure industrielle était détruite. C'était un départ dans les conditions les plus tragiques de l'histoire de l'humanité. Le silence se fit encore plus profond. Je vis le visage de Thomas se crisper. Le professeur continua. Pas de ressources, pas d'usine, même pas de quoi manger. Mais la France s'est relevée. Dans les années 1950, elle a connu une reconstruction phénoménale et dans les années 60, elle a réalisé une croissance économique fulgurante. Dans les années 70, elle a conquis le monde avec l'aérospatiale et le nucléaire. Dans les années 80, elle est devenue un leader mondial en matière de transport à grande vitesse et de technologie de pointe. Et aujourd'hui, elle captive le monde entier avec son cinéma, ses jeux vidéo, sa gastronomie et sa culture. Pagvarifo. Thomas se rassit et ferma son ordinateur. Une expression de confusion se lisait sur son visage. Le professeur poursuivit d'une voix calme. « Thomas, une partie de votre remarque est juste. Ils ont appris, mais ils n'ont pas simplement imité. Connaissez-vous le mot amélioration? Ils ont pris les technologies importées et les ont obstinément améliorées, les rendant plus performantes, plus fiables, plus élégantes. C'est ça, l'esprit français. C'est le savoir-faire forgé au fil de l'histoire. Un esprit indomptable qui se relève après chaque chute. L'urgence de ne pas laisser le pays sombrer. L'obsession de devoir créer quelque chose de meilleur. C'est le fondement même de la France. » Le professeur raconta ensuite, une par une, les expériences qu'il avait vécues en France. Les étudiants écoutaient, le souffle coupé, certains prenant des notes. Sa voix transmettait toute l'émotion de ces moments. Environ une semaine après mon arrivée en France, je me suis promené le long des berges de la Seine. On m'avait dit que ce fleuve,
autrefois pollué, avait été magnifiquement réhabilité, et je voulais le voir de mes propres yeux. Entre les bâtiments historiques, une eau claire coulait, et des oiseaux volaient gracieusement au-dessus. Voir des cygnes et des mouettes, en plein cœur d'une capitale, était incroyable. Je suis resté un moment à contempler cette scène. Tasmanawa. J'ai pensé à la Charles River de Boston. J'y suis né et j'y ai grandi, mais la rivière de Boston est un paysage, pas vraiment un lieu où un écosystème prospère. Pourtant, au milieu de Paris, des poissons nageaient et des oiseaux se reposaient. Ce qui était encore plus étonnant, c'est que c'était le résultat de nombreuses années d'efforts pour améliorer la qualité de l'eau. Ils n'ont pas abandonné ce fleuve qui s'était pollué pendant la croissance industrielle, ils l'ont ressuscité. D'un point de vue purement économique, il aurait été plus simple de combler le fleuve pour en faire une autoroute. Mais la France a choisi la coexistence. Le professeur parla lentement. À ce moment-là, j'ai compris. La France n'est pas un pays qui ne poursuit que la croissance économique. C'est un pays qui se soucie de l'harmonie avec la nature et de la qualité de vie de ses citoyens. En me promenant le long des quais, j'ai vu des gens assis sur des bancs, se reposant. Des enfants jouaient, des amoureux se tenaient la main. Je me suis dit, voilà un pays fait pour ses citoyens. Le professeur projeta une photo du fleuve à l'écran. On y voyait clairement l'eau couler et les oiseaux voler. Vous comprenez pourquoi c'est important? La France n'a pas sacrifié quelque chose pour la commodité, elle a utilisé la technologie pour restaurer l'environnement. Quelques jours plus tard, j'ai eu l'occasion de visiter une usine de haute technologie, une usine en province, que j'ai pu visiter grâce à une autorisation spéciale. L'intérieur de l'usine était aussi propre qu'une salle d'opération. L'ingénieur qui me guidait m'a expliqué. Nous fabriquons ici les composants de pointe utilisés dans les avions et les satellites du monde entier. Des pièces exigeant une précision nanométrique. Un monde microscopique, invisible à l'œil nu. Il a ajouté, même si d'autres pays essaient d'imiter, ils ne peuvent pas atteindre ce niveau de précision. En entendant ces mots, j'ai compris le contexte. Ce n'est pas simplement de la fabrication. Le 21e siècle est dominé par les matériaux et la technologie. Le professeur dit, les avions, les fusées, les produits de luxe, tous contiennent des matériaux ou des composants français. De nombreux pays fabriquent les produits finis, mais seuls quelques-uns fabriquent leur cœur. La France tient ce cœur entre ses mains. Etc. La diapositive changea, montrant une photo d'un centre de recherche en robotique. Dans le domaine des robots industriels et de l'automatisation, les entreprises françaises sont en pointe. Sans les robots de ces entreprises, les usines automobiles du monde entier s'arrêteraient. La diapositive suivante montrait la puissance technologique de l'équipement de défense. La technologie des sous-marins français, la technologie radar, sont au plus haut niveau mondial. Par tradition, leur puissance militaire est discrète, mais sa capacité réelle est ce que les pays voisins craignent le plus. Le professeur marqua une pause et balaya la salle du regard. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, de nombreux pays développés, pas seulement la France, partagent un objectif commun, enrichir leur nation. Mais ce qui rend la France spéciale, c'est ceci. Au fondement de cet objectif, il y a la confiance. Aïseda. La diapositive changea pour afficher une chronologie de l'histoire de France. Le professeur expliqua, lentement. La France a lutté contre d'innombrables invasions, guerres, révolutions. À chaque fois, ils ont tout perdu. Mais ils n'ont jamais abandonné. Ce fut le cas aussi lors des attentats de 2015. Une violence aveugle a frappé la ville, une nation entière a été traumatisée. Le monde entier a pensé que la France était finie. Mais qu'ont fait les gens? Il n'y a eu ni pillage, ni émeute. Ils se sont rassemblés sur les places publiques, en silence, se sont soutenus, se sont entradés. Cette image de solidarité, dans quel autre pays, dans une situation aussi extrême, cela serait-il possible? La voix du professeur se fit plus forte. Les Français sont un peuple qui se renforce face à la crise. Ils ont dans leur ADN la capacité de surmonter l'adversité. L'attention portée aux autres, l'esprit de fraternité, le respect de l'ordre. C'est la véritable raison pour laquelle la France est devenue la 4e puissance mondiale. Un silence total s'installa dans l'amphithéâtre. Les étudiants, le souffle coupé, fixaient le professeur. Je sentis quelque chose de chaud monter en moi. Le professeur conclut. Fin août, je suis retourné à Boston. Dans l'avion du retour, je n'arrêtais pas de penser.
Je connaissais les statistiques, je savais tout, en chiffres. Mais la réalité était différente. La France n'était pas simplement un pays dont l'économie avait progressé. C'était un pays avec un esprit différent. J'ai essayé de corriger le dossier contenant 30 ans de mes recherches. Mais au moment d'écrire la première phrase, j'ai compris. Cette théorie ne pouvait pas l'expliquer. La théorie selon laquelle on ne peut pas croître sans ressources. La théorie selon laquelle on ne peut pas devenir une grande puissance sans un vaste territoire. Tout était faux. La France, sans aucune de ces conditions, est devenue la 4e puissance mondiale. Un pays sans ressources crée des technologies qui font tourner le monde. Une nation de taille moyenne exporte sa culture dans le monde entier. Comment était-ce possible? La réponse est unique. Les gens. L'esprit du peuple français. Le professeur passa à la diapositive suivante. Une photo de fans de cinéma français du monde entier apparut. Des gens de toutes les ethnies, participant à des festivals, débattant de films. La haine, le fabuleux destin d'Amélie Poulain, intouchable. Le professeur dit lentement, la France n'est pas un pays qui ne possède que la puissance militaire et économique. C'est un pays qui influence le monde par sa culture. Avez-vous déjà entendu parler de rayonnement culturel? Les jeunes en Amérique, en Asie, apprennent le français, mangent de la cuisine française, regardent des films français. Ils sont émus par les histoires françaises, ils s'identifient aux valeurs françaises. L'amitié, l'effort, la victoire, et même la complexité des personnages. Les contenus français ont une émotion particulière. Des hochements de tête approbateurs parcouraient les rangs des étudiants. Il ne s'agit pas seulement de cinéma, c'est l'image de marque de la nation elle-même qui a changé. De l'arrogance perçue d'antan, elle est devenue un pays où l'on veut aller, où l'on veut vivre. De Giza, la diapositive changea pour une photo d'une rue de Manhattan, à New York, une longue file d'attente devant une boulangerie française. Les grands restaurants français sont complets des mois à l'avance. Le professeur expliqua. Dans la capitale culinaire qu'est New York, la cuisine française est l'une des catégories les plus appréciées. Saine, belle, délicieuse. C'est la même chose à Tokyo. Les pâtisseries françaises et les viennoiseries surprennent les artisans locaux. Tankou Bieza, le professeur dit lentement. Vous comprenez ce que cela signifie? La France n'est plus un pays qui court après les autres. Ce que la France crée devient une norme mondiale. La diapositive changea pour une carte du monde. Des points lumineux indiquaient les lieux où l'on apprend le français. Le nombre d'apprenants du français augmente dans le monde entier. Pourquoi? Pour lire Molière dans le texte, pour comprendre en profondeur la culture française. La voix du professeur se fit plus puissante. Si l'on regarde l'histoire, la langue sut le pouvoir. Autrefois, le monde entier apprenait l'anglais pour le commerce. Aujourd'hui, on apprend le français par attrait. Ce n'est pas une contrainte. On apprend parce qu'on aime. Elle influence le monde non pas avec des armes, mais avec la culture. Un étudiant leva la main. Professeur, voulez-vous dire que la France conquiert le monde par le soft power? Le professeur hocha la tête. Plus précisément, elle ne conquiert pas, elle séduit. La puissance militaire crée la peur, mais la culture crée l'amour. La France en est la preuve. Le professeur marqua une pause et regarda son auditoire. Quand la culture devient forte, les produits se vendent aussi. J'aime le cinéma français, donc je mange des macarons français. J'aime les jeux vidéo français, donc j'achète des produits français. Le pays qu'est la France est fiable, donc je roule en voiture française. Le soft power et le hard power créent une synergie mutuelle. Une photo du passeport français apparut sur la diapositive. Mesdames et messieurs, regardez ce passeport. Le passeport français. Savez-vous quelle puissance il représente dans le monde? Selon le Henley Passport Index, il est l'un des plus puissants au monde. C'est l'un des passeports qui permet de voyager sans visa dans le plus grand nombre de pays. Pourquoi? Parce que les Français sont les bienvenus là où ils vont. Ils dépensent de l'argent, se comportent bien, ne commettent pas de crimes. Ils ne restent pas illégalement. C'est une cote de crédit nationale, construite sur l'honnêteté et le civisme, que chaque citoyen français a démontré à l'étranger au cours des dernières décennies. La voix du professeur tremblait. Il existe un épisode qui illustre cette confiance. Connaissez-vous les relations historiques avec l'Amérique? Le rôle de Lafayette dans la Révolution américaine a créé un lien indéfectible. Ils n'ont jamais oublié cette dette.
Lorsque les États-Unis sont entrés dans la Première Guerre mondiale, des soldats sont venus se battre sur le sol français, déclarant Lafayette. Nous voilà. L'Écosse aussi. L'Old Alliance, la plus vieille alliance du monde, remonte à plusieurs siècles. Pourquoi aime-t-il la France? Est-ce parce qu'elle est riche? Non. C'est parce que la France est un ami sincère. Un ami qui tend la main dans les moments difficiles et qui n'oublie jamais les services rendus. C'est la force de la diplomatie française. Je sentis une bouffée de chaleur m'envahir. Mon voisin essuyait une larme, et l'étudiant devant moi hochait la tête profondément. Le professeur continua. Ne pas soumettre par la force, mais gagner les cœurs par la confiance. C'est le visage de la véritable grande puissance du XXIe siècle. La France connaît la tragédie de la guerre, c'est pourquoi elle connaît mieux que quiconque la valeur de la paix. C'est pour cela qu'elle est respectée dans le monde entier. Le professeur éleva la voix. Ni les ressources, ni le territoire, ni la population ne remplissent les conditions. Mais la France avait une volonté et un courage inébranlables. Les gens qui ont déblayé les décombres des ruines pour reconstruire les usines. Les artisans qui ont consacré leur vie à la création. Les citoyens qui, même face à une catastrophe, n'ont pas provoqué d'émeutes et ont maintenu l'ordre. Ce caractère national, c'est la ressource la plus puissante de la France. L'amphithéâtre était plongé dans un silence absolu. Certains étudiants pleuraient. Le professeur afficha sa dernière diapositive. En 1945, ils pensaient que tout était fini. Mais pour eux, ce n'était que le commencement. L'esprit de résilience, le cœur de la fraternité, la minutie. Cet ADN a créé la France d'aujourd'hui. La France n'est pas un pays qui a brisé la théorie. C'est un pays qui nous a montré un nouveau modèle de civilisation. Il a prouvé que la richesse matérielle et la noblesse d'esprit pouvaient coexister. Le professeur descendit lentement de l'estrade et s'avança au centre de la salle. J'ai enseigné dans cette salle pendant 30 ans, mais lors de ce voyage en France, c'est moi qui ai appris. Ce qui fait un pays, ce n'est pas la taille de son territoire, ce n'est pas la quantité de pétrole qui dort sous terre, c'est le cœur des gens qui y vivent. La France l'a prouvé. Des ruines à la 4e puissance mondiale en 70 ans. Ce n'est pas un miracle, c'est une fatalité. Le résultat créé par la volonté de son peuple. And besides, le professeur dit en guise de conclusion, la vraie victoire, ce n'est pas de gagner une guerre, c'est de gagner le cœur des peuples du monde. La France, par son cinéma, sa gastronomie, sa technologie et sa sincérité, gagne le cœur des gens du monde entier. C'est la force la plus puissante. C'est la victoire la plus durable. Je vous remercie de m'avoir écouté. Le professeur s'inclina profondément. À cet instant, l'amphithéâtre explosa. Les 400 étudiants se levèrent d'un seul bond. Les applaudissements éclatèrent. Un tonnerre d'applaudissements remplit la salle et quelques étudiants poussèrent des acclamations. Le professeur resta incliné, les yeux rougis. Les applaudissements ne s'arrêtèrent pas pendant un long moment. Les étudiants continuaient d'applaudir, certains en larmes. Même Thomas, le sceptique, était debout et applaudissait. L'ironie avait disparu de son visage, remplacée par le respect. Je me suis levé lentement. Mes jambes tremblaient. Une émotion brûlante montait du plus profond de ma poitrine. En applaudissant, je regardais le professeur. Lui aussi regardait les étudiants et hochait lentement la tête. Dehors, des gens ouvraient la porte pour voir ce qui se passait. Finalement, les applaudissements se calmèrent. Les étudiants commencèrent à quitter leur siège, certains s'approchant du professeur pour lui serrer la main. En rangeant mes affaires, j'ai regardé autour de moi. L'amphithéâtre me semblait différent, c'était le même espace, mais quelque chose avait changé. Ma façon de voir le monde avait changé. Je suis sorti dans le couloir. Les étudiants discutaient en petits groupes. Ils parlaient de la France. Certains cherchaient des informations de voyage sur leur smartphone. Mon ami s'est approché. « Chloé, tu y crois? La France était vraiment un pays aussi incroyable ?» J'ai hoché la tête. Je ne trouvais pas mes mots. J'ai regardé par la fenêtre. Je voyais le campus de la Sorbonne, les étudiants qui marchaient. La douce lumière d'automne tombait. Soudain, j'ai eu une pensée. Je veux visiter la France. Je veux marcher dans ces rues que le professeur a parcourues. Je veux voir, de mes propres yeux, les paysages qu'il a vus. J'ai sorti mon smartphone et j'ai fait une recherche. J'ai cherché un billet de train pour Toulouse. J'ai vérifié les prix, les dates,
Je pouvais y aller pendant les vacances d'hiver. Au moment d'appuyer sur le bouton de réservation, je me suis arrêté. Est-ce que je veux vraiment y aller? Je me suis posé la question. J'ai hoché la tête. Oui, il faut que j'y aille. Il faut que je le vive moi-même. J'ai vu le professeur sortir dans le couloir. Il parlait avec quelques étudiants. Je me suis approché et j'ai attendu. Après avoir salué les étudiants, il est venu vers moi. Professeur, merci, ai-je dit. Le cours d'aujourd'hui était vraiment émouvant. Il a souri. Si vous avez été ému, allez-y directement. C'est le véritable apprentissage. J'ai hoché la tête. Oui, je prévois d'y aller pendant les vacances d'hiver. Il m'a tapoté doucement l'épaule. Bon choix. Allez-y, faites-en l'expérience directe. Et à votre retour, racontez aux autres à quel point la France est un pays merveilleux. Le professeur s'est éloigné dans le couloir. Je suis resté là, à le regarder s'éloigner. Je sentais quelque chose brûler en moi. La France, ce pays qui a brisé la théorie, ce pays qui crée une nouvelle civilisation. Je voulais absolument y aller. J'ai regardé à nouveau par la fenêtre. Le ciel était bleu, sans un nuage. J'ai soudain compris. L'histoire que j'avais entendue aujourd'hui dans cette salle allait changer ma vie. Ma façon de voir le monde, de comprendre les nations, avait changé. Et surtout, une admiration pour la France était née en moi. J'ai repris mon smartphone et j'ai appuyé sur le bouton de réservation. L'écran de paiement s'est affiché, j'ai cliqué sur confirmer. Le billet de train pour Toulouse était réservé. Mon cœur battait la chamade. Dans 3 mois, je foulerai le sol de cette région. Je marcherai dans les rues que le professeur a décrites, je vivrai directement l'émotion qu'il a ressentie. Je suis sorti, dans le couloir. Dehors, il faisait toujours beau, les étudiants marchaient toujours. Mais tout me semblait différent. Le même paysage avait une signification différente. Le monde avant de connaître cette France, et le monde après était complètement différent. La France n'est pas un pays qui a brisé la théorie, c'est une nouvelle théorie en soi. Les mots du professeur résonnaient dans ma tête. La force invisible est plus puissante que la force visible. L'esprit d'un peuple change le destin d'une nation. La France a prouvé tout cela. C'était gravé au plus profond de moi. En marchant, je pensais, dans 3 mois, que verrais-je en France? Que ressentirais-je? Serais-je aussi ému que le professeur? J'étais impatiente, j'étais excitée. Ce pays, la France, qui a brisé la théorie, qui change le monde, m'intriguait terriblement. J'ai levé les yeux au ciel, le soleil illuminait mon visage, une brise douce caressait mes cheveux. Je me suis fait une promesse. J'irai, je vivrai l'expérience, et à mon retour, je raconterai aux gens à quel point la France est un pays spécial, à quel point il est fort, et pourquoi le monde doit le regarder. Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. Au revoir à tous. Qu'avez-vous pensé de l'histoire d'aujourd'hui? Au début, cela semblait être l'histoire du succès d'un pays, mais plus on écoute, plus on se rend compte qu'elle recèle de nombreuses significations que nous n'avions pas perçues. Qu'un pays sans ressources, souvent en proie aux crises, ait tracé sa propre voie sans jamais abandonner est vraiment admirable. Ce n'est pas une simple question de chance ou de timing, mais le fruit de la volonté d'un peuple transmise de génération en génération et de la confiance mutuelle. La question du professeur, alors, pourquoi les autres pays n'ont-ils pas réussi? Reste gravée dans mon esprit. Finalement, que ce soit pour un pays ou un individu, ce qui est plus important que les conditions extérieures, n'est-ce pas la confiance en soi et l'esprit de persévérance jusqu'au bout? Dans le monde où nous vivons aujourd'hui, nous avons souvent besoin de cet état d'esprit. Même si c'est difficile, même si on se sent petit, la personne qui continue d'avancer jusqu'au bout, c'est elle la vraie personne forte. À travers cette histoire, j'ai l'impression que nous pouvons voir le monde sous un angle légèrement différent. Ce que la France nous a montré, ce n'est pas seulement le succès, mais la possibilité. Une histoire qui n'est pas encore terminée. La réponse est probablement en train de s'écrire à cet instant même. Qu'en pensez-vous? Laissez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et partagez cette histoire émouvante avec votre entourage pour en discuter ensemble. Enfin, un abonnement à la chaîne, un j'aime et l'activation des notifications, qui ne prennent qu'une seconde, sont d'une aide précieuse pour la production de nos vidéos. C'était Histoires émouvantes qui vous transmet des récits sincères et pleins d'émotions. Passez une merveilleuse journée.